Dans les années 60, le tube The Cheater, en français le tricheur, devint la chanson phare de Walter Scott, le chanteur du groupe Bob Cuban et les In-Men. Mais à l'instar de nombreux autres chanteurs, Walter Scott ne fut qu'une star éphémère, incapable de réitérer son succès. Il disparut après 14 ans de concerts donnés à travers le pays. Nombreux furent ceux alors qui considérèrent comme un présage les paroles de sa chanson « Prenez garde aux tricheurs ». En 1991, une lycéenne disparaît après s'être rendue à une fête. Sa voiture est retrouvée abandonnée sur le parking d'une école près de chez elle. Le principal suspect n'a pas un mais deux alibis pour la nuit de sa disparition. Un alibi fiable annule le plus souvent une preuve à charge indirecte. Mais quand la police parvient à établir une preuve médico-légale, c'est une toute autre histoire. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. La légende du rock'n'roll, surtout dans les années 60, fut un cocktail explosif de musique, de sexe et de violence. Et de nombreuses stars de la scène le payèrent de leur vie avant d'atteindre 30 ans. L'histoire que je vous invite à suivre maintenant reprend les mêmes ingrédients. Mais elle ajoute au mélange la jalousie, le cynisme et le meurtre. La célèbre arche de Saint-Louis dans l'État du Missouri est-elle une porte symbolique, rappelant le rôle historique de la ville, dernière halte des pionniers avant leur long voyage vers l'ouest. Plus tard, Saint-Louis devint une étape renommée de la route de la musique américaine, sillonnant des villes comme Memphis et la Nouvelle-Orléans. C'est là que débutèrent des légendes de la pop telles que Chuck Berry et Tina Turner, mais également un jeune homme de la région, Walter Scott. Walter Scott était le chanteur du groupe de rock'n'roll Bob Cuban et les In-Men. Le groupe sortit un disque en 1966 et conquit le public grâce au charisme et à la voix de Walter Scott. J'ai toujours été impressionné par sa capacité à retenir toutes ses paroles de chansons. Moi, j'en étais incapable, il était vraiment très doué. Il aimait vraiment chanter pourtant, il adorait ça. Il chantait même dans la salle de bain. Souvent, les voisins venaient s'asseoir dans leur jardin pour écouter Wally chanter dans sa baignoire. Disons que Wally aurait pu remplir les salles de spectacle de Las Vegas. Il était très talentueux. Il m'avait épaté lors de notre dernière répétition. Il était tout simplement incroyable. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point il était doué. La chanson phare du groupe, intitulée The Cheater, atteint même la 12e place du hit parade. Puis, avec la notoriété, vinrent les femmes. Oui, c'est vrai, c'était un homme à femme. Il était bel homme, et à l'époque, beaucoup de femmes le considéraient comme une vedette de cinéma, j'en suis sûr. Et enfin, il aimait les femmes. Pendant les années 70 et 80, Walter continua de chanter au sein de groupes divers et de se produire dans tout le pays lors de représentations uniques. Walter était absent de son domicile la majeure partie du temps. Rapidement, la vie de Walter en vint à imiter les paroles de sa chanson à succès « Prenez garde aux tricheurs ». Walter était alors marié à Doris, sa première épouse, mais entretenait une aventure avec une femme qu'il avait rencontrée en tournée, Joan Calcutta. Très vite, il divorça de Doris pour épouser Joan en dépit de la réprobation de sa famille. Joan n'était pas sincère, et ce depuis le début. Tout tournait autour d'elle. Je sentais que je ne pouvais pas avoir confiance en elle. Et je pensais qu'elle n'était pas faite pour Walter, mais je n'y pouvais rien. Étant donné l'emploi du temps chargé de Walter, ce second mariage ne fut pas plus réussi que le premier. Et Walter entreprit une aventure avec l'une de ses danseuses, Suzanne Flynn. Comme on pouvait s'y attendre, Walter n'était pas le seul infidèle du couple.
Sa femme, Joanne, entretenait en effet une liaison avec un électricien nommé Jim Williams, qu'elle avait rencontré alors qu'il effectuait des réparations à son domicile. Joanne et moi nous entendions très bien. Nous aimions beaucoup discuter ensemble. Elle avait le cafard car Walter était tout le temps en tournée. Elle ne le voyait que 10 ou 12 semaines par an. Jim Williams était également infidèle. Cela faisait en effet 20 ans qu'il était marié à Sharon. C'était comme les feux de l'amour. Chacun trompait sa femme avec celle d'un autre et vice-versa. Curieuse époque que celle des années 60-70, où l'apparition de la pilule contraceptive libère brusquement les mœurs. Dès lors, la liberté sexuelle balaie la pudibonderie des années d'après-guerre et nombre de couples se laissent emporter par une vague de libertinage. Parti en tournée de concert 10 mois par an, ayant un goût prononcé pour les femmes, Walter Scott cède à l'appel des sirènes. À charge de revanche, son épouse le trompe à son tour. Ce chassé-croisé amoureux préfigure les drames à venir. En octobre 1983, la famille Williams apprit une terrible nouvelle. Sharon Williams venait d'être victime d'un grave accident de voiture. Sa voiture avait quitté la route et dévalé un talus à quelques kilomètres seulement de chez elle. À l'arrivée des secours, un feu de broussailles faisait rage à côté de la voiture. Sharon fut retrouvée sur le plancher de la voiture, inconsciente et respirant à peine. J'ai reçu un appel du bureau du shérif vers 19h30. On m'a dit que ma femme avait été victime d'un grave accident de voiture et d'attendre chez moi qu'un officier vienne me chercher. La voiture n'était que peu endommagée, mais Sharon avait été gravement blessée à la tête. Elle avait été conduite d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais il n'y avait plus d'espoir. Le crâne fracturé, Sharon ne reprit jamais connaissance. Le docteur est venu me voir. Il m'a dit qu'on pouvait la débrancher et la laisser s'en aller, ou bien la maintenir sous respirateur pendant des années. Il m'a demandé de choisir. Le lendemain, Jim Williams décida de débrancher le respirateur artificiel. Le corps ne fit pas l'objet d'une autopsie. 2 mois plus tard, ce fut au tour de la famille de Walter Scott d'apprendre une mauvaise nouvelle. Walter venait juste de rentrer de tournée afin de passer les fêtes de Noël avec sa femme et ses enfants. Des amis de la famille dirent plus tard que Walter n'était que l'ombre de lui-même, qu'il semblait distrait. 2 jours après Noël, Joanne Scott contacta la police afin de signaler la disparition de son époux. Elle déclara que Walter était parti acheter une nouvelle batterie pour sa voiture dans un garage et n'en était jamais revenu. Selon le propriétaire du garage, Walter ne serait jamais venu. Le jour suivant, la police retrouva la voiture de Walter abandonnée sur le parking de l'aéroport de Saint-Louis. Mais le nom de Walter ne figurait sur aucune liste de passagers. Tout d'abord, le père de Walter ne s'inquiéta pas outre mesure de la disparition de son fils. Il n'était pas rare en effet que Walter quitte la ville pendant quelques jours. Je ne pensais pas qu'il y avait un problème avec Wally, mais ma femme pensait le contraire. Je lui répondais qu'il serait bientôt de retour à la maison et qu'il viendrait nous voir. Le jour suivant, les parents de Walter se rendirent chez leur fils et y firent une étonnante rencontre. Jim Williams, assis à la table de la cuisine, étudiait le contenu de la boîte à bijoux de Walter. Il semblait estimer la valeur des biens de Walter. 2 des armes à feu de Walter étaient posées sur le bord de la table, mais il manquait l'une d'entre elles, un pistolet calibre 22. Ce sont les armes de Walter? Oui. Que font-elles sur la table? Je les regardais, c'est tout. La police apprit que la voiture de Jim avait été garée toute la nuit devant la maison de Joanne. Cette dernière insista sur le fait que Jim avait dormi sur le canapé. 24 heures seulement après avoir signalé la disparition de Walter,
Joan contacta le manager de son époux afin d'annuler ses représentations pour les 9 semaines suivantes. 2 jours plus tard, Jim Williams et Joan Scott partirent pour la Pennsylvanie où ils passèrent en revue la caravane du groupe de Walter à la recherche de tout objet personnel que le disparu aurait pu laisser derrière lui. Ils y partagèrent une chambre de motel. Nous avons partagé une chambre. Nous avons dormi dans des lits séparés. Elle ne s'est jamais déshabillée et pour ma part, j'ai retiré ma chemise mais je portais un t-shirt en dessous. Les recherches continuèrent durant le printemps et l'été. Ni la famille, ni les amis musiciens du disparu ne reçurent de nouvelles. Toutes les pistes semblaient épuisées. Je doutais vraiment qu'on le retrouve un jour. Je gardais espoir. Je pensais que Wally avait tout simplement filé. Je ne me doutais pas un instant que quelque chose lui était arrivé. Le chanteur Walter Scott, qui se prévalait d'un unique succès discographique, s'est volatilisé depuis plusieurs mois. Détail pour le moins surprenant, quelques jours après sa disparition, son épouse et son amant, Jim Williams, expertisent des bijoux qu'il a laissés derrière lui, fouillent sa caravane à la recherche d'objets de valeur et annulent la totalité de ses concerts. Comme si, dans leur esprit, il était évident que Scott ne reviendrait plus. Comme l'enquête policière est au point mort, la mère du chanteur consulte un médium dans l'espoir de retrouver sa trace. Il m'a dit que Walter était dans de l'eau très froide et stagnante. Il a ajouté qu'il y avait un énorme tonneau rouge, ou quelque chose de rouge sur le côté de la route près de laquelle se trouvait Walter, et qu'il n'était pas loin de la maison. La mère de Walter eut alors une idée de l'endroit où se trouvait son fils. La porte d'entrée de la maison de Jim Williams était rouge. La police fouilla le domicile de Williams sans succès. 9 mois après la disparition de son époux, Joan fit une demande de divorce pour abandon et adultère. Elle épousa ensuite Jim Williams. À la même époque, le bureau de médecine légale de Saint-Louis connut d'importants changements. Un médecin légiste fut engagé afin de pratiquer des autopsies en cas de mort suspecte. Ce médecin était Mary Case. On m'a demandé de jeter un coup d'œil à une vieille affaire. Le dossier la concernant était énorme. Il s'agissait de l'affaire Sharon Williams. La collision fut frontale et assez minime. Le fait que la victime ait été blessée à l'arrière de la tête était donc totalement injustifié. L'affaire comportait un certain nombre de détails étranges. La portière côté conducteur était notamment grande ouverte et le siège était reculé au maximum. Sharon Williams n'était pourtant pas une personne de grande taille. Le tuyau d'essence n'avait pas été endommagé et pourtant un feu de broussailles s'était déclaré à proximité de la voiture. De plus, à l'hôpital, les infirmières avaient signalé qu'une forte odeur d'essence émanait du corps de Sharon. Toutes ces questions sans réponse conduirent le Dr Case à demander l'exhumation du corps de Sharon Williams en vue d'une autopsie. Les résultats de l'autopsie contredirent la thèse de l'accident. J'ai découvert que la victime avait reçu 2 coups violents à la tête, causant plusieurs lacérations verticales et de nombreuses fractures du crâne. Cela n'a pas pu être provoqué par un léger accident frontal. C'est alors que nous avons considéré sa mort comme étant un homicide. Le Dr Case établit que les blessures de la victime avaient été causées par un tuyau ou un pied de biche et non pas par l'accident. Qui avait pu déguiser la mort de Sharon en accident? Le meurtre ayant été officiellement établi, Jim Williams, l'ex-mari de la victime, devint le suspect numéro 1. La police soupçonnait également que la disparition de Walter Scott soit liée à cette affaire. Cela faisait alors 3 ans que Walter Scott avait disparu. La police apprit ensuite que Jimmy Williams, le fils de Jim Williams, avec lequel il n'avait plus aucun contact, purgeait une peine de prison en Floride pour un crime n'ayant aucun lien avec l'affaire et décida de l'interroger.
Lors de l'interrogatoire, Jimmy fit quelques remarques provocantes au sujet de la disparition de Walter Scott et des 3 années de recherche. Il était plutôt sarcastique. Il se moquait de la police et se permettait quelques railleries, disant que les policiers n'étaient pas assez intelligents pour comprendre ce qui s'était passé. Il a ajouté qu'il faisait froid à l'époque, que les rivières, les lacs et le sol étaient gelés. Il se demandait où son père avait bien pu dissimuler le corps. Il s'interrogeait beaucoup sur le fait que son père ait construit une jardinière au-dessus de la citerne, alors que cette même citerne n'avait jamais été recouverte. Munis d'un mandat, les policiers procédèrent à une fouille du domicile de Jim Williams au 5647 Guttermott Road. La citerne se trouvait dans le jardin, recouverte de ciment. Une jardinière avait été placée sur le dessus. On a soulevé le couvercle et on a immédiatement remarqué que la citerne était remplie d'eau. Puis, en examinant l'intérieur, on a découvert un corps flottant dans l'eau. Le survêtement dont était vêtu le corps correspondait à la description faite par Joanne à la police. C'était celui que portait Walter le jour de sa disparition. Une fois le corps repêché, les policiers vidèrent la citerne. Ils découvrirent plusieurs blocs de ciment volumineux ainsi qu'un sac plastique fermé contenant les cartes de crédit et le permis de conduire de Walter. Le corps de Walter avait été attaché avec une corde jaune. Ses poignets, de même que ses genoux et chevilles, étaient liés. La corde se prolongeait et se terminait par une grande boucle. Le corps avait donc vraisemblablement été attaché au bloc de ciment que la police avait retrouvé au fond de la citerne. L'autopsie du corps révéla que Walter Scott avait reçu une balle dans le dos. Les radios m'ont permis de repérer des corps flottants. Il s'agissait de minuscules fragments de plomb indiquant qu'une balle à grande vitesse avait volé en éclats dans le corps. Ces corps flottants permettent aux médecins légistes de déterminer si une blessure a été causée par une balle à grande vitesse. Étant donné l'état de décomposition avancé du corps, il fut impossible d'établir le type d'arme utilisée. Je n'ai pas tué Walter Scott. Si jamais je devais tuer un homme, je lui tirerais une balle entre les 2 yeux. Je ne courrais pas le risque de le rater en lui tirant dans le dos. Pour la famille de Walter, il fut assassiné chez lui. Laissez-moi vous expliquer. Walter ôtait ses chaussures à chaque fois qu'il rentrait à la maison. Lorsqu'ils ont découvert son corps, il était complètement habillé. Il portait même ses chaussettes, mais ses chaussures avaient disparu. Jim Williams fut arrêté et accusé des meurtres de Walter Scott et de son épouse Sharon. Joanne Williams fut également inculpée de complicité de meurtre. Kay et Walter Noteis placèrent la dépouille de leur fils au mausolée Valhalla de Saint-Louis. Après 3 années passées dans l'eau d'une citerne, les parents de Walter ne souhaitaient pas que son corps soit enterré. Jim Williams et leur ex-belle-fille ayant été arrêtés, les parents de Walter pensaient que le pire était passé. C'était du moins ce qu'ils croyaient. Afin de poursuivre leur romance sans contrainte, Jim Williams et Joanne Scott, sa maîtresse, se sont débarrassés de la manière la plus expéditive qui soit de leurs conjoints respectifs. C'est du moins la thèse que soutient la police. Sharon Williams a été sauvagement frappée à la tête, puis a été placée dans sa voiture. Voiture ensuite incendiée par l'assassin pour faire croire à un accident. Walter Scott a été pour sa part abattu d'une balle dans le dos et sa dépouille lestée de ciment a été immergée dans une citerne. Les amants sataniques sont arrêtés. Ils seront jugés séparément. Le premier procès concerne Jim Williams. Jim et Joanne Williams furent jugés séparément. Le premier procès fut celui de Jim Williams. Les avocats de la partie civile pensaient que Jim et Sharon s'étaient disputés le 19 octobre 1983, probablement au sujet de la liaison qu'entretenait Jim avec Joanne. C'était qui cette traînée? C'est vraiment pas le moment, je m'en vais. Tu vas la rejoindre, c'est ça? C'est pas tes oignons. La dispute se serait ensuite envenimée. Jim Williams aurait frappé son épouse à 2 reprises à l'arrière de la tête, lui fracturant ainsi le crâne et provoquant une grave hémorragie interne. Selon l'accusation, Jim aurait placé le corps dans la voiture de sa femme, puis descendu le talus afin de déguiser le meurtre en accident.
Il aurait ensuite mis le feu aux broussailles près de la voiture, puis quitté les lieux avant l'arrivée de la police. Une fois Sharon éliminée, Walter devint le dernier obstacle à la relation de Jim et Joanne. L'autopsie du corps prouvait que Walter avait reçu une balle à grande vitesse dans le dos. Le cadavre de Walter fut ensuite dissimulé dans la citerne située sur la propriété de Jim Williams. La police ne disposait d'aucun témoin oculaire. De plus, l'arme du crime ne fut jamais retrouvée et la corde avec laquelle avait été attaché Walter Scott ne correspondait pas à celle retrouvée dans le garage de Jim Williams. Cependant, des témoins déclarèrent avoir vu Jim Williams recouvrir la citerne de ciment et construire une jardinière quelques semaines après la disparition de Walter, et ce par près de -10 degrés en pleine tempête de neige. Personne ne savait comment la voiture de Walter Scott s'était retrouvée à l'aéroport, ni comment Jim Williams était rentré chez lui après l'accident de sa femme. Jim Williams clama son innocence et décida d'assurer sa propre défense. Pour la première fois, il avoua avoir vu Walter le soir de sa disparition. J'étais au garage Ken's Auto Supply et en sortant, j'ai vu Walter qui se tenait à côté d'un type plutôt costaud, manteau noir, chapeau noir, vous voyez le genre. Ils étaient en train de discuter, puis le gars en noir est monté dans une Cadillac noire et Walter l'a suivi en voiture. Mais Williams ne pouvait expliquer comment le corps de Walter s'était mystérieusement retrouvé dans sa citerne. Jim Williams fut déclaré coupable d'homicide volontaire et condamné à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. L'accusation n'ayant pu recueillir que des preuves indirectes à l'encontre de Joanne Williams, le procès de l'ex-femme de Walter Scott n'eut jamais lieu. Lors de négociations, il fut conclu que les avocats de la partie civile abandonneraient les poursuites pour homicide si Joanne consentait à plaider coupable pour l'accusation d'entrave à la justice. Ma famille et moi avons pris cette décision. Joanne fut condamnée à 5 ans de prison et à 4 000 € d'amende. Elle fut libérée après 18 mois de prison seulement. Pour moi, la justice n'a pas été rendue. Je pense que si Joanne avait été jugée en même temps que Jim Williams, elle aussi aurait été condamnée pour homicide volontaire. Lors de sa première interview télévisée depuis son arrestation, Jim Williams continua de clamer son innocence et affirma que son fils avait peut-être été impliqué dans le meurtre de Walter Scott. Comment mon fils savait-il où se trouvait le corps? Jimmy dit l'avoir deviné. Ça me semble un peu gros d'envoyer la police exactement à l'endroit où était caché le corps. Kay et Walter Notace furent atterrés que leur ex-belle-fille n'ait passé que 18 mois en prison. Il n'y avait qu'une seule personne capable de s'approcher de Wally pour le tuer sans éveiller ses soupçons. Et cette personne est Joanne. Voilà pourquoi je pense qu'elle a tué Wally. Walter Scott manque douloureusement à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui aimaient son talent, son intelligence et son énergie. J'écoute ses disques sans arrêt. Avant, cela m'ennuyait d'entrer dans une boutique et d'entendre ses chansons. Mais plus maintenant. Ça me met du baume au cœur. La musique, c'était vraiment son affaire. Et vous savez, je ne comprends toujours pas comment il faisait pour retenir toutes ces paroles. Ainsi se termine cette sombre affaire. Si Jim Williams a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité, Joanne, sa compagne, n'a purgé que 18 mois de prison car elle n'avait pas été impliquée directement dans le double homicide. Les paroles de la chanson fétiche de Walter Scott nous reviennent alors en mémoire, comme si elles avaient préfiguré les circonstances de sa fin tragique. Car The Cheater, le titre de son unique succès, signifie en français à la fois tricheur, mais aussi infidèle. Méfiez-vous du tricheur. Il vous mettra sur un piédestal
pour mieux vous laisser tomber ensuite, dit la chanson. Et elle conclut, le tricheur joue tout en étant prêt à payer le prix. Walter Scott a payé au prix fort ses passades extraconjugales. Les prédateurs les plus dangereux sont ceux dont naturellement on se méfie le moins. Ils nous côtoient, nous parlent, nous frôlent, vivent dans notre entourage sans susciter la moindre peur. Et puis un jour, sans signe annonciateur, ils décident de frapper aveuglément. Un samedi soir de novembre 1991, Crystal Faye Todd, âgée de 17 ans, fut déposée sur le parking d'un centre commercial après s'être rendue à une fête. Comme Crystal n'était pas attendue à la maison avant 1 heure, elle a dit qu'elle allait acheter quelque chose à manger avant de rentrer. C'est la dernière fois que Crystal a été vue en vie. Comme elle n'était toujours pas rentrée à 1 heure du matin, sa mère appela la police. Police du comté d'Horry, que puis-je faire pour vous? Elle appela également le meilleur ami de Crystal, Ken Register, qui lui dit ne pas avoir vu Crystal de la soirée. Après avoir parlé à Ken Register, j'ai appelé l'un de mes amis qui est sorti du lit et est venu avec moi. Nous avons arpenté tout Conway à sa recherche pour voir si on pouvait trouver sa voiture quelque part. Le lendemain matin, ils trouvèrent sa voiture dans le parking d'une école à proximité. Son sac et son manteau étaient à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment. Quelque chose me disait qu'on la retenait prisonnière. Crystal Faye Todd, âgée de 17 ans, était en dernière année de lycée et habitait à Conway, une petite ville productrice de tabac en Caroline du Sud. J'avais 39 ans lorsqu'elle est née. C'était un miracle et je ne pouvais pas croire que je l'avais. J'étais tellement fière, et fière d'elle également. Le père de Crystal est mort quand elle était très jeune, mais c'était une enfant heureuse. Active à l'église, elle chantait dans la chorale avec un groupe de jeunes et rêvait d'aller à l'université. Elle était très vivante, avait une personnalité agréable, de l'humour. Elle était sociable et appréciait simplement passer du bon temps avec ses amis. Quelques heures seulement après la découverte de la voiture de Crystal, abandonnée sur le parking d'une école, 2 chasseurs se trouvant dans un champ éloigné remarquèrent une traînée de sang. Elle menait à un fossé, non loin de là. À cet endroit gisait le corps d'une femme, avec de nombreuses plaies dues à des coups de couteau. Elle était partiellement déshabillée. C'était brutal. Et c'est une scène que j'aurais du mal à oublier. C'était un crime de nature sexuelle. Ce n'était pas tuer pour tuer, il y avait une gratification sexuelle derrière. La victime portait à l'un de ses doigts la bague de son lycée. À l'intérieur était gravé le nom de Crystal Todd. Si seulement ça m'était arrivé à moi plutôt qu'à elle. J'ai déjà de longues années derrière moi. Les enquêteurs pensèrent que l'auteur du crime pouvait être étranger à la région. Mais les preuves médico-légales relevées sur le lieu du crime révélèrent le contraire. Je n'ai vraiment plus de vie. Je ne fais qu'être là. Les jours se suivent. Je n'ai même pas envie de me lever le matin. Et de devoir affronter une nouvelle journée, c'est atroce. Ça ne s'améliore pas. Les habitants de Conway, en Caroline du Sud, ont été consternés par le meurtre gratuit de Crystal Faye Todd. Le médecin légiste, Dr. Jamie Downs, a pratiqué l'autopsie. Des marques de défense étaient visibles sur sa main gauche. À l'époque, nous avions trouvé ça étrange. Pourquoi quelqu'un se défendrait-il de la main gauche? Elle était droitière. Pourquoi ne pas avoir utilisé sa main droite ou sa main dominante? Cette anomalie intrigue les policiers. Tout comme la violence de l'agression. Le médecin légiste qui procède à l'autopsie apporte un élément de réponse. L'un des coups de couteau d'une violence extrême a pénétré
dans la partie gauche du crâne de la jeune fille, lui endommageant le cerveau et provoquant aussitôt une paralysie de la moitié droite de son corps. Pour autant, avec les faibles moyens physiques dont elle disposait encore, Crystal Faye Todd s'est défendue avec l'énergie du désespoir jusqu'à son dernier souffle. Qu'indique une marque de défense? Elle indique que la victime était consciente, qu'elle n'avait pas les mains ligotées et qu'elle réalisait le danger. Certains coups de couteau n'ont pas entraîné de saignement, une indication qui permet de savoir qu'ils ont été assénés après sa mort. La victime est morte. Elle ne se débat plus et pourtant, le meurtrier a encore assez de rage pour inciser et découper le corps après sa mort. Elle a reçu en tout 31 coups de couteau. Le terme que nous utilisons est surtué. C'est plus de blessures qu'il n'en faut pour tuer quelqu'un. Lorsque le docteur Downs mesura les plaies, il en conclut que l'arme du meurtrier était un couteau qui mesurait environ 9 cm, le genre de lame qui reste en place. C'était une lame à cran d'arrêt, sinon elle n'aurait pas pu pénétrer dans le crâne. Les preuves médico-légales ont confirmé qu'elle avait été agressée sexuellement, qu'elle avait été tuée d'un côté de la route et que son corps avait été abandonné de l'autre. Cela a démontré qu'il a été pris de panique et qu'il a simplement voulu se dissocier du crime. Cela m'a également prouvé qu'il n'avait probablement jamais tué auparavant et qu'il était inexpérimenté dans ce genre de crime. Dans leur recherche de suspects, les enquêteurs ont commencé par chercher dans les papiers personnels de Crystal. Sur la couverture de l'un des cahiers de cours de Crystal était inscrit le nom d'Andy Tyndall. Les amis de Crystal dirent qu'ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Tyndall était un voleur de 31 ans qui avait été condamné et qui était recherché en Alabama pour violation de liberté conditionnelle. La police découvrit également qu'il avait un goût prononcé pour les lycéennes. Nous pensions sans aucun doute avoir trouvé notre homme. Il correspondait à ce que nous recherchions. Lors de l'autopsie, les médecins légistes procédèrent à des tests génétiques sur Crystal et découvrirent que le meurtrier était de groupe sanguin O, avec un sous-type sanguin extrêmement rare, caractérisé par l'enzyme PGM. Les initiales pour phosphoglucomitase, une enzyme qui reste fixe dans les liquides de l'organisme humain. Le groupe sanguin, le type de sécrétion et le sous-type PGM réduisaient le spectre à environ 2% de la population. Le profil ADN de l'auteur du crime était aussi très inhabituel. Nous avons découvert que son profil était en fait rare et qu'on ne le trouvait que chez une personne de race blanche sur 250 millions et chez un noir sur environ 1,5 million. À notre étonnement, cette donnée médico-légale excluait le principal suspect, Andy Tyndall. Plus d'1 millier de personnes se rendirent aux funérailles de Crystal Faye Todd. Les meilleurs amis de Crystal se chargèrent de porter le cercueil. Sa mère en deuil ainsi que la police appelèrent la communauté à faire part de toute information concernant le crime. Ce sur quoi un résident de Conway déclara qu'il avait longé le parking de l'école en voiture la nuit de la disparition de Crystal et qu'il y avait vu sa voiture et un homme et une femme debout à côté. La police avait maintenant une nouvelle piste à exploiter. Un croquis fait par la police révéla que sa description des deux individus correspondait à la mère de Crystal, Bonnie, et à son petit ami. Je n'avais aucun doute et je l'avoue aujourd'hui, l'individu dépeint par ce croquis était le petit ami de Bonnie Faye Todd. La police se demanda combien la mère de Crystal en savait sur ce meurtre. Mais lorsque davantage de questions furent posées au témoin, ce dernier admit avoir bu ce soir-là et qu'il était possible qu'il ait vu la mère de Crystal et son petit ami le dimanche matin lorsqu'ils avaient retrouvé la voiture de Crystal. J'ai trouvé ça atroce. Comment oser me soupçonner, moi qui aimais tellement ma fille?
Les tests ADN ayant innocenté Andy Tyndall et la mère de Crystal ayant à son tour été lavée de tout soupçon, les enquêteurs n'ont d'autre choix que de tenter une nouvelle approche. Ils décident alors de demander à un spécialiste d'établir le profil comportemental du meurtrier. La stratégie de profilage du FBI comprend 5 étapes. Ainsi, par exemple, à partir de l'analyse de son mode opératoire, les experts définissent un portrait robot physique et psychologique du meurtrier. Quel est son âge, son sexe, son style de vie, ses croyances, son système de valeurs? Les réponses à ces questions permettent de savoir si l'assassin est méthodique ou impulsif, s'il vit dans une zone géographique proche du domicile de la victime ou s'il l'a croisée par hasard, s'il est davantage pervers sexuel que sociopathe. Tandis qu'aux États-Unis, le profiler est généralement un criminologue ayant acquis une formation en psychologie et en sciences du comportement, en France, policiers et gendarmes considèrent que le profilage fait partie de l'enquête et qu'il doit donc être conduit par l'un des leurs. Le profil comportemental du criminel intervient dans le cas d'une affaire non résolue. On analyse le crime et le comportement du meurtrier et on aboutit à des caractéristiques. C'est une opinion subjective. On arrive à des caractéristiques et des traits propres aux criminels non identifiés. L'âge, la race, le statut marital, les antécédents judiciaires, le niveau d'études. Le profil a révélé que le meurtrier de Crystal était un homme blanc d'environ 20 ans, qu'il était un de ses amis et qu'il habitait à environ 5 km de chez elle. Le jeune homme était en colère et il avait probablement un casier judiciaire. Il était fort physiquement, mais le profil suggérait avant tout qu'il était sûr de ne jamais être considéré comme suspect. Comme le profil suggérait que le meurtrier était un ami de Crystal, la police demanda à ses camarades de classe et à ses amis de donner volontairement un échantillon de sang pour procéder à des tests ADN. Bien que cette requête remette en cause leur liberté civile, 52 hommes acceptèrent. C'était pas vraiment... Tout était volontaire. Mais ils avaient quand même une liste de noms qu'ils appelaient au fur et à mesure. Vous savez, ils vous appelaient et vous demandaient si vous pouviez venir pour faire le test ADN et donner un échantillon de sang. Tout le monde a accepté. Et je n'ai pas entendu parler de quelqu'un qui a refusé. Incroyable. L'un des profils ADN correspondait à l'ADN de l'auteur du crime. Le donneur numéro 44. Lorsque les enquêteurs demandèrent à la mère de Crystal de nommer la personne qu'elle suspectait le moins de s'en être pris à sa fille, elle identifia le même homme. On m'a demandé en qui aviez-vous une confiance aveugle, quelqu'un avec qui elle n'était pas susceptible d'avoir une relation personnelle. J'ai répondu Ken Register. Ken Register et Crystal Todd se connaissaient depuis l'enfance. Leur relation n'avait rien de romantique, ils étaient simplement bons amis. Ils se parlaient presque tous les jours. Et c'est Ken que Madame Todd appela en premier la nuit de la disparition de Crystal. Ken avait été également l'un des porteurs du cercueil de Crystal. Lorsque la police vérifia le passé de Ken Register, elle découvrit 2 éléments troublants. D'abord, il avait un tempérament explosif. Et ensuite, il avait des antécédents criminels. Deux mois plus tôt, 2 étudiants de l'université locale avaient accusé Register d'exhibitionnisme alors qu'il était en voiture et demandait son chemin. Je suis perdu, je cherche la bibliothèque, vous pouvez m'aider? Connard! Et 3 ans auparavant, Register, alors âgé de 15 ans, avait été surpris en train de passer des coups de fil obscènes durant lesquels il décrivait en détail de quelle façon il voulait l'agresser et la tuer. Il m'a dit qu'il voulait me couper en 2. Il m'a donné beaucoup d'autres descriptions imagées.
Les descriptions que Register faisait du meurtre dans ses conversations téléphoniques étaient identiques au meurtre de Crystal Faye Todd. Où étiez-vous précisément la nuit de la mort de Crystal? Mais Ken Register fut abasourdi lorsqu'on lui annonça que son ADN correspondait à celui du meurtrier. Il demanda à la police pourquoi il aurait accepté de faire le test ADN s'il était le meurtrier. En examinant la voiture de Register, la police ne put établir aucun lien entre lui et le crime. Register avait aussi un alibi. Sa petite amie avait dit qu'ils étaient ensemble à une course de cartes ce soir-là. Et sa mère déclara que Ken était rentré à minuit et demi. C'était un alibi en béton armé. Ça me surprend beaucoup et c'est toujours une preuve convaincante. Je sais où j'étais ce soir-là, ici, chez moi, et je sais à quelle heure il est rentré. Le meilleur ami de Crystal Todd, Ken Register, était maintenant le principal suspect de ce crime. Son ADN correspondait à l'ADN trouvé sur le lieu du crime, mais il clamait son innocence et avait fourni 2 alibis, sa petite amie et sa mère. Ken se rendait régulièrement chez Crystal, mais Madame Todd ne savait rien de son passé criminel. Si j'avais été au courant de sa tendance à l'exhibitionnisme et des coups de téléphone menaçants, Ken Register n'aurait jamais mis les pieds chez moi. Quand j'ai appris tout ça, il était trop tard. L'ADN de Ken Register, correspondant à celui du sperme recueilli sur le cadavre de Crystal, les policiers tiennent leur coupable. À l'annonce de l'arrestation du meurtrier présumé, la population de Conway tombe des nues. Car ce garçon de 17 ans est notoirement connu pour avoir été l'ami d'enfance de la victime. Plus encore, la nuit de sa disparition, Register avait été le premier à avoir été contacté par la mère de Crystal, terrorisée à l'idée que sa fille ait pu être enlevée. Et lors des funérailles, Register n'avait pas hésité à porter jusqu'au cœur de l'église le cercueil de son ami. Avec le recul, Madame Todd se souvient que peu de temps avant sa mort, sa fille lui avait fait une confidence qui pourrait expliquer le mobile du meurtre. Et 1 semaine et demie avant sa mort, elle m'avait dit « Maman, Ken me demande constamment de sortir avec lui. » Je lui ai répondu « Il veut que tu sois sa petite amie. » Alors elle m'a dit « La seule chose qu'il veut, c'est coucher. Alors ne sors pas avec lui. » Bien Ken, reprenons ça une nouvelle fois. Durant l'interrogatoire de police, Ken Register nia toute implication dans le meurtre. Mais vers la fin de l'interrogatoire, long de 6 heures, la police lui dit que sa mère lui avait envoyé un message. Ken, c'est un mot de ta mère. Ta mère veut que tu nous racontes exactement ce qu'il s'est passé. Sois honnête. Si tu l'es, ta mère dit que tout ira bien. Grâce à cela, Ken Register avoua. C'était moi. Il dit avoir vu Crystal vers minuit à un feu de signalisation près du parking de l'école. Salut Crystal, quoi de neuf? Ça te dit d'aller faire un tour ou quelque chose comme ça? Ok, laisse-moi me garer. Ok, je te suis. D'accord. Crystal entra dans sa voiture. Ils se dirigèrent vers un endroit désert où, selon Register, Crystal consentit à faire l'amour. D'après les preuves médico-légales, elle n'était pas si consentante que cela. Sans préservatif? T'es dingue ou quoi? Oh mon Dieu! Écoute Ken, je te le dis tout de suite. Si je tombe enceinte, je dis à tout le monde que tu m'as violée. Ne gâche pas tout, sérieusement. Connard. Lorsqu'elle sortit de la voiture pour s'habiller, Register dit s'être emparé du couteau et l'avoir tué. Les rapports sexuels continuèrent après sa mort.
Je ne pense pas que Crystal Todd ait fait quoi que ce soit qui ait entraîné sa mort, hormis le fait d'entrer dans sa voiture avec lui. Les procureurs pensent que Register a nettoyé sa voiture peu de temps après le crime pour se débarrasser de toute preuve potentielle. Les preuves avaient été systématiquement détruites avant que nous réalisions qu'il était un suspect potentiel. Dans la maison de Register, la police trouva un étui vide, l'étui d'un couteau à cran d'arrêt. Les médecins légistes découvrirent que ce couteau manquant était similaire à l'arme utilisée pour tuer Crystal. Avant le procès, Register revint sur ses aveux en expliquant qu'il y avait été contraint. Il déclara que la police avait menti au sujet du contenu du message de sa mère. Mais mentir à un suspect lors d'un interrogatoire de police est parfaitement légal. Il ne fait aucun doute pour moi que M. Register a brutalement et vicieusement tué Crystal Faye Todd. Et je suis certain qu'il y a pris du plaisir. Il avait tout le temps nécessaire pour faire ça. Il avait énormément de temps, du temps pour faire tout ce dont il a été accusé et même d'être de retour chez lui à l'heure prévue. Pourquoi Register a-t-il accepté de donner un échantillon de sang pour le test ADN s'il était l'auteur du crime? Des rapports publiés expliquent que lorsque la police a demandé à ce qu'il procède au test ADN, Ken Register a demandé « Ça veut dire quoi ADN ?» À cette époque, les tests ADN étaient utilisés dans des affaires criminelles depuis 5 ans. Mais c'était quelque chose de nouveau pour Register puisqu'il n'avait pas été utilisé en Caroline du Sud. C'est avec son affaire qu'ils ont débuté. Ken Register a été jugé coupable de crimes, enlèvement et agression sexuelle. Il a reçu la peine maximale, ainsi que 35 années d'emprisonnement. Il a été déclaré coupable. J'en suis très contente. J'en suis fière. Mais j'aurais aimé qu'il passe sur la chaise électrique. C'est le travail de quelqu'un de dérangé, un psychopathe. Je ne sais pas quel est son problème. Parfois, tout déraille. Ken Register et sa famille clament encore son innocence. Mais des tests ADN supplémentaires ont confirmé les premiers résultats. Je sais ce que je dis, car je sais que j'étais à la maison ce soir-là et je sais à quelle heure il est rentré. Je ne trouve pas d'explication au test ADN. J'aimerais pouvoir en trouver une. Il y a tant de questions qui restent sans réponse. D'après ce que nous savons de la violence de ce crime, il devait être dans un piteux état lorsqu'il a quitté le lieu du crime. Je crois qu'on cache beaucoup de choses dans cette maison. Elle a dû le voir couvert de sang. Je sais qu'il était couvert de sang, c'est certain. Et si elle l'a aidé à se nettoyer, alors elle a le sang de Crystal sur les mains. Bonnie Faye Todd se rend fidèlement sur la tombe de Crystal. Et elle remercie la science d'avoir permis d'enfermer le meurtrier de sa fille. Je t'aime plus que tout. Sans l'ADN et le sang, on n'en serait pas arrivé à nos premières conclusions et l'arrestation n'aurait jamais eu lieu. En étudiant ses antécédents, les policiers furent convaincus que Ken Register présentait un profil de pervers et de sociopathe. Déjà en 1991, un mois avant le meurtre, Register avait commis un acte d'exhibitionnisme à l'encontre de 2 jeunes filles de 17 et 18 ans alors qu'il conduisait dans les rues de la ville la voiture de sa mère. Les étudiantes avaient eu la présence d'esprit de noter les numéros de la plaque d'immatriculation et de porter plainte. Register avait été arrêté pour outrage à la pudeur avant d'être relâché en payant une caution de $2000. Il était alors en attente d'un jugement. Lors du procès, Register expliqua au jury qu'après avoir fait l'amour sans protection, Crystal avait menacé de le dénoncer de viol si elle se retrouvait enceinte. À la fois furieux et paniqué, Register l'avait alors lardé de 31 coups de couteau. Ainsi prend fin cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.